suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Ce jardin dans le sud de l'Angleterre est celui de William Robinson, l'inspirateur à la fin du 19e siècle du Wild Garden, ou jardin naturel et sauvage, qui s'oppose au jardin géométrique et ordonnancé. Grevetaille inaugure un nouvel art du jardin où se mêlent les fleurs des champs, de sous-bois, les feuillages persistants et les plantes vivaces. Le manoir de William Robinson est aujourd'hui reconverti en hôtel. Mais le jardin d'origine a été conservé. Florence André, angliciste et historienne des jardins, est la traductrice du traité écrit par William Robinson sur le Wild Garden. William Robinson, il commence sa carrière comme apprenti jardinier. Oui, il a commencé sa carrière en Irlande comme apprenti jardinier dans des grandes propriétés, à s'occuper de plantes de serre, etc. Et puis assez rapidement, il est parti en Angleterre où il a été chargé de l'inventaire des îles britanniques en matière végétale. Et ce qui a été vraiment après son cheval de bataille, parce qu'il a découvert un patrimoine végétal formidable et il a pensé qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher toutes ces plantes coûteuses de serre à grand prix et demandant des transplantations permanentes. Alors c'est en réaction à l'industrie, en réaction à l'ornementation un peu excessive, les serres, la machinisation, toutes ces choses-là qui datent du 19e. Quoi. Quand vous dites excessive, je dirais même criarde quelquefois. Donc lui prône ces plantes vivaces qui vont s'enchaîner les unes aux autres, les floraisons vont disparaître et les autres vont les remplacer. Il y aura juste à couper les fleurs fanées et c'est beaucoup moins de travail pour le jardinier. Ça correspond aussi à l'époque difficile de la fin du 19e siècle en Angleterre. Alors Florence, Grevetaille, c'est à la fois un espace d'expérimentation et puis un espace où il peut mettre en œuvre ses théories, William Robinson. Tout à fait, c'est un lieu d'expérimentation, en jouant sur les couleurs, en jouant sur les matières. Après, on ne lit pas vraiment les limites. On a vraiment l'impression qu'il se passe... il y a un tout, il faut vraiment aller se promener pour comprendre que les choses sont un peu plus compartimentées, mais elles ne le sont pas vraiment et c'est un de ses objectifs quand il fabrique le jardin. Ouais. Et en même temps, il ne faut pas oublier que c'est un jardin qui vit, c'est un jardin qui a un potager, un verger qui sert, et toujours cette volonté de rester dans la ruralité. Il n'a jamais voulu faire un jardin de château ici, c'est quand même un jardin qui reste... Mais c'est aussi l'idée de reproduire du naturel. Oui, c'est ça. Du jardin naturel. Voilà. Comme ça se serait fait si les choses avaient poussé Spontanément. spontanément. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces plantations nous semblent très naturelles, si elles avaient toujours été, mais en 1870, ça a fait un peu l'effet d'une bombe, parce qu'on n'avait que des parterres très colorés, et que là, il se dit jardinier du paysage, voilà, qui est un terme que nous retrouvons aujourd'hui, qui est un terme assez actuel, me semble-t-il. Ah oui. Ici, je trouve qu'on le sent. Au cœur d'un grand domaine forestier, le jardin de Grevetaille se décline en plusieurs espaces. On retrouve en proximité directe avec le manoir, le jardin fleuri au pied de la demeure, le jardin de printemps qui le relie au terrain de croquet, le petit jardin et sa terrasse à l'entrée sud du manoir. Les jardins sont cernés par les vergers à l'ouest et les jardins circulaires à l'est. Une prairie fleurie dans la pente ouvre la demeure sur la campagne et se conclut par une promenade au bord du lac. Enfin, l'immense potager et le Wild Garden, ou jardin naturel et sauvage, dominent l'ensemble du domaine.
À la lisière de la forêt et du jardin, une parcelle permet à certains végétaux, tour à tour introduits ou spontanés, de se développer librement, mais sous le contrôle des jardiniers. Ce jardin qui avait été abandonné est aujourd'hui réhabilité et entretenu par Tom Coward, le chef jardinier de Gravetye depuis 2010. Alors Tom, c'est difficile d'obtenir cet effet-là à Gravetye, c'est-à-dire un jardin qu'on dit naturel ou sauvage. Le jardin sauvage est sans doute l'un des plus difficiles à entretenir, et ce pour plusieurs raisons. Il y a toujours une différence très étroite entre une plantation magnifique et naturelle et un désordre complet. Et on peut dépasser cette ligne très rapidement. C'est quoi la différence quand vous êtes en train de travailler en termes d'entretien entre un jardin sauvage, un jardin naturel et puis un jardin traditionnel? Je pense qu'il est beaucoup plus facile d'entretenir un jardin traditionnel, ordonné, soigné, car on peut tout nettoyer facilement. L'architecture nous aide d'elle-même. Alors que dans un jardin sauvage, ce sont les plantes qui travaillent pour vous. Il faut savoir quand les contrôler et quand leur laisser de la liberté. C'est pour ça que je pense que le jardin sauvage est davantage une philosophie qu'un endroit. Un peu plus bas, il y a le jardin de printemps, qui a été aménagé d'une autre manière, pour produire un effet légèrement différent. Donc là, Tom, on voit bien que c'est pas du tout la même forme d'entretien qu'on a ici. On devine qu'il y a beaucoup plus de vivaces, un petit peu moins de prairies, c'est pas du tout le même jardin. Oui, c'est une forme assez différente de jardin sauvage. Alors que dans la prairie, la pelouse prend le dessus, c'est la principale végétation, et nous pouvons simplement ajouter des plantes à cet écosystème. Ici, nous n'avons pas d'herbe. Nous travaillons comme s'il s'agissait d'une bordure. Lorsque vous avez démarré la restauration il y a 5 ans, est-ce que vous avez profité des éléments qui avaient été un petit peu abandonnés et du coup qui avaient pris un peu le dessus sur le jardin pour fabriquer un jardin encore plus sauvage? Oui, c'était très intéressant d'observer quelles plantes allaient se développer malgré l'abandon et quelles plantes auraient du mal à survivre. C'est intéressant de voir que lorsque Robinson écrivait sur le jardin sauvage, il disait qu'en laissant le jardin à l'abandon pendant 10 ans, il n'en serait que plus beau. Pour moi, c'est un peu exagéré parce que, bien sûr, si on ne s'en occupe pas du tout, une plante peut prendre le dessus et une autre disparaître. Un bon exemple est cette vipérine. C'est une plante sauvage, mais nous avons commencé à l'introduire ici. En fait, ce n'est pas un si bel exemple. C'est un peu pathétique. Mais nous avons commencé à introduire de nouvelles sortes. Nous commençons par désherber, puis nous les laissons où nous voulons. Ça donne une chance aux plantes de pousser à la bonne place. Un jardin est une chose vivante qui se développe et évolue. Un autre exemple serait les anémones japonaises. Je les adore, et particulièrement à cette période de l'année. Elles aident vraiment à illuminer le jardin. William Robinson a toujours mêlé une réflexion esthétique combinée à une approche naturaliste qui permette de jardiner tout en restant à l'écoute de la nature. Laurence, à Gravetye, William Robinson donne les clés d'une écologie qui est encore contemporaine, encore d'actualité. C'est déjà un avant-gardiste. Ben oui, parce qu'ici, il a voulu au maximum utiliser les végétaux indigènes dans une structure très naturelle et aussi intégrer tous les champs environnants au paysage en y touchant le moins possible. C'est ce qu'on a sous les yeux. Voilà, et encore aujourd'hui, 140 ans après, ça marche encore. Avec ce premier plan de prairie. C'est le lac qui est lui-même jardiné et ses prés environnants qui sont complètement intégrés. Dans son livre, il donne quelques clés d'entretien du jardin. Oui. Mais très simple. Oui. C'est ça qui est bien, c'est que c'est quelques lignes. Oui, oui. Le wild garden est l'endroit où l'on plante, mais où l'on ne tombe pas. On tombe surtout pas. Où l'on ne ratisse, ni ne taille, ni ne tuteur. Et le jardinage naturel signifie seulement que l'on substitue de belles plantes rustiques aux mauvaises herbes et aux ronces qui recouvrent une assez grande partie du sol. Cela ne signifie en aucun cas de donner un aspect plus sauvage ou plus grossier à des endroits du jardin destinés à être entretenus habituellement.
William Robinson souhaite que son domaine soit aussi utile à l'homme. Pour alimenter les usagers du domaine ou décorer la propriété, il suffit de se servir dans le potager qui domine le manoir. Sue Flight est la chef fleuriste de l'hôtel. Grave-Tye est incroyable. La présence des fleurs rend l'hôtel terriblement vivant. Quand vous sortez, vous pouvez créer une atmosphère avec ce que vous cueillez. On vient ici tous les jours et suivant la saison, je choisis différentes sortes de fleurs. En ce moment, je cueille davantage les feuillages du jardin car nous en avons besoin pour rallonger les fleurs. Ensuite, je vais sûrement choisir du bleu et de l'orange pour notre réception, puis des couleurs plus vives pour la salle à manger. Et pour donner un très bel effet, nous utilisons le glaïeul, qui est très graphique. Nous sommes 6 fleuristes et nous exerçons notre métier comme on l'entend. Certaines vont travailler de manière très rigoureuse, d'autres de façon un peu plus libre. Mais nous utilisons toutes ce merveilleux matériel que nous avons à disposition. Nous sommes des passionnés. Est-ce que vous faites des commandes aux jardiniers pour avoir des fleurs bien spécifiques pour les années suivantes? Souvent, vers Noël, Tom le jardinier va me donner un catalogue. Et en général, ça devient mon livre de chevet à Noël. Je vais choisir ce que j'aimerais avoir pour la saison d'après. C'est à peu près la même chose chaque année, car ce qui marche dans le potager conviendra aussi à l'hôtel. Il faut des tons bigarrés, des formes variées. Comme ça, nous pouvons faire des bouquets nuancés avec des formes intéressantes. Nous avons donc notre mot à dire sur ce dont on a besoin. Mais Tom a une bonne idée de ce que l'on souhaite. Cela fait maintenant 5 ans qu'il travaille avec nous, donc il sait ce que nous souhaitons mettre à l'hôtel. On ne travaille pas comme un fleuriste qui serait contraint de composer avec certaines fleurs et feuillages. Ici, vous trouvez autour de vous quelque chose de magnifique. Ça se renouvelle chaque semaine. Le manoir évolue chaque jour, chaque mois. William Robinson est proche du mouvement Arts and Crafts, un mouvement artistique né en Angleterre dans les années 1860. Il considère que l'art doit intervenir partout et que le beau doit être utile. On retrouve les fleurs du potager dans les plats que concocte le chef cuisinier de Grave-Tye, George Blogg. Celles-ci ont un goût un peu étrange. Je ne les connais pas. C'est très amer. Et en même temps, elles sont très intéressantes en termes de couleur et de texture. Et sur quel plat tu vas les utiliser? Une assiette de saumon. Salmon, yeah. Et des feuilles de capucine. Super beau, hein. Ah, c'est vraiment comme un petit jardin que tu aurais fabriqué là. Les petits pois, la capucine, tout ça, ça pousse dans le jardin en grande quantité pour pouvoir servir tout le monde dans le restaurant. Alors Georges, ce qui est extraordinaire avec ce potager, c'est qu'il est extrêmement lié aux cuisines. Moi, j'ai rarement vu un potager aussi bien incarné. On voit que vous y travaillez dans ce potager. Il n'est pas là pour juste pour faire plaisir aux clients. Il est là parce qu'il marche avec les cuisines. Quelle est la taille du potager? À l'intérieur de ces murs, 6000 mètres carrés. Ce qui signifie que l'on peut nourrir le restaurant complet pour le déjeuner et le dîner. Et encore plus particulièrement pendant les 6 mois de la période de pousse, où nous pouvons nous nourrir quasiment exclusivement du potager. La forme de ce potager est merveilleuse.
Il a été fini en 1900. Les travaux ont duré 3 ans. Il a été construit au-dessus du potager d'origine, avec la même architecture. Il est de forme ovale. Il n'y a pas de coin. De toute façon, il est très difficile de faire pousser des plantes dans les coins à cause de l'ombre. Les murs coupent le vent et permettent de conserver la chaleur à l'intérieur. Pour moi, c'est un des meilleurs exemples de potager qui soit. Nous faisons tout pousser du nord au sud, ce qui implique que lorsque le soleil tourne, chaque rangée est exposée entièrement à la lumière du soleil. La lumière est également prolongée sur cet axe et on peut avoir un maximum de chaleur grâce au soleil. Tu te promènes régulièrement dans le jardin, tu es obligé. Oui. Chaque après-midi, je viens ici. Dès que j'ai un moment de répit entre le service de midi et celui du soir. Et je discute avec les jardiniers pour savoir ce qui se passe, ce qui pousse, pour que je puisse savoir 2 à 4 semaines à l'avance ce qui va se développer et en quelle quantité. Certaines saisons sont très courtes. Par exemple, les asperges ici ne durent que 3 à 4 semaines en mai. Mais nous en avons des quantités astronomiques. C'est donc important de savoir exactement quand on va en avoir pour que je crée le menu en fonction de ça. Les préoccupations de William Robinson se rapprochent de celles d'une autre théoricienne de l'art des jardins en Angleterre, Gertrude Jekyll. Ces deux paysagistes étaient amis et vivaient à 30 km l'un de l'autre. Toute leur vie, ils ont échangé des idées sur l'organisation des jardins. Ceux de Munstead Wood, conçus par Gertrude Jekyll, et de Grefftye, dessinés par Robinson, vont être à l'origine du jardin sauvage et fleuri, ou jardin de cottage, tellement caractéristique des jardins anglais depuis le début du XXe siècle. Florence, qu'est-ce qui unit Jekyll et William Robinson ? Mais tout d'abord, cette passion jardinière qui les unit. Et cette vision d'artiste, les pieds dans la terre, des praticiens très soucieux du patrimoine architectural, rural, qu'ils ont vraiment voulu faire reconnaître et perdurer. Alors c'est une disciple de Robinson et elle se prend de passion pour les jardins. C'est quelqu'un qui partage les idées de Robinson, mais elle a aussi les siennes. Et à un moment donné, elle a choisi d'utiliser son œil d'artiste dans la création de jardins et de son jardin en particulier. Pour Gertrude Jekyll, le jardin doit symboliser un lieu d'harmonie dans un monde chaotique. Le jardin de Munstead Wood va également servir de vitrine à une nouvelle forme d'ornementation, les mixed borders, les bordures mélangées, imaginées par Gertrude Jekyll et entretenues aujourd'hui par Annabelle Watts, la jardinière en chef. Ces jardins de Munstead Wood ont été créés dans les années 80 par Miss Jekyll. Elle a d'abord créé ce jardin où certaines parties fleurissent à différents moments de l'année. De cette manière, elle pouvait montrer à ses clients les différentes options et leur proposer d'avoir telle ou telle plante dans leur propre jardin et comment elles pousseraient en bordure si elle les cultivait pour eux. Donc cet endroit, c'était probablement le premier mix border expérimental pour Gertrude Jekyll. Comment vous l'entretenez aujourd'hui ? Les mix borders de Gertrude Jekyll exigent un entretien très intense. Par exemple, il y a les fleurs de canna, des plantes exotiques qui ne survivent pas à l'hiver si elles sont en extérieur. Et si on regarde son organisation de plantation, on remarque que chaque plante a sa propre zone attitrée à l'intérieur de cette bordure de 60 mètres. Le but de cette bordure était d'avoir les couleurs froides à chaque extrémité, puis les couleurs deviennent de plus en plus chaudes au milieu. Annabelle, est-ce que vous pouvez nous développer précisément le principe du mix border ? Gertrude Jekyll a eu l'idée d'utiliser des amoncellements de blocs de couleurs.
Les annuelles sont donc utilisées dans ce but. Mais elles vont être ponctuées par les fleurs exotiques, qui ont souvent de très jolies feuilles grasses, comme les yuccas. Ce qu'elle voulait, c'était tout lier, en fait. Oui, en un sens, elles se dirigent toutes les unes vers les autres et elles se mélangent toutes. Et je trouve que c'est fait d'une jolie manière. Elle regardait les bordures avec un œil de peintre, un œil d'artiste. C'était quelque chose de vraiment unique à l'époque. Elle utilisait des arbustes sur le mur de derrière. Et lorsqu'ils fleurissent, ils reflètent la couleur de ce qu'ils ont en face d'eux, quel que soit l'endroit où ils sont sur cette bordure. Est-ce que vous utilisez encore les photos de Gertrude Jekyll pour pouvoir recréer le jardin, ou est-ce que vous avez quand même une forme de liberté quand vous recomposez le jardin aujourd'hui? Je suis un peu bloquée et je préfère m'en tenir à ce qu'elle faisait. Et je pense que des spécialistes me tomberaient dessus si je voulais faire quelque chose de complètement différent, en me disant que je n'ai pas le droit de faire ça. Je pense que je reste relativement fidèle à la manière de faire de Jekyll. Les mixed borders de Gertrude Jekyll sont devenus un des emblèmes de l'art du jardin anglais. William Robinson en a rempli son domaine de Grefftye, preuve de l'inspiration mutuelle entre les deux paysagistes. Le verger de William Robinson était également l'un de ses lieux de prédilection. Alors, ce qui est remarquable ici, Tom, c'est que le verger il est toujours utilisé. Et en plus, il participe en fait à la promenade des clients, comme les parties fleuries. Oui, je pense que ça fait partie de l'attrait du jardin. Et c'est aussi grâce au design du jardin. C'est une ancienne extension du jardin sauvage. Ce qui est le plus important ici, c'est l'aspect esthétique. Les arbres poussent dans la prairie. Et nous avons planté beaucoup de bulbes, des narcisses, des camassias. J'étais ravi de voir que les camassias ont poussé exactement en même temps que les pommiers. C'était magnifique. Maintenant, les pommes sont mûres. On va pouvoir les découvrir. Vous pouvez en goûter une. Ce sont les premières pommes et je pense que ce sont les meilleures. Et surtout, Tom, je crois que vous avez planté des arbres de 3 générations différentes, en fait, ici. Oui. Il y a de très vieux arbres que Robinson a plantés ici et qui ont été laissés à l'abandon au cours de leur vie. Et dans les années 80, il y a eu une nouvelle génération qui a été plantée. Mais nous pensons qu'il est important d'avoir une 3e génération pour prolonger la vie des anciens, pour maintenir l'aspect du lieu. Nous avons planté environ 40 nouveaux arbres il y a quelques années. C'est seulement maintenant qu'ils prennent leur forme et je suis très content du résultat. Quel type de variété vous avez décidé de planter? Il y a de nombreuses variétés différentes, mais la majorité s'appelle les Howgate Wonder. C'est une variété qui sert pour la cuisine. C'est un peu amer, mais ils font du très bon jus. Il y a aussi les Bramley Seedling, Falstaff, Blenheim Orange. Ce sont les 4 principales variétés, mais nous en plantons énormément. Lorsque vous commencez à planter des pommiers, vous vous transformez en collectionneur de timbres. Il faut que vous les ayez tous. Les jardins sont régulièrement ouverts au public. Comme pour un pèlerinage, Nicole Newark, une paysagiste suisse, revient chaque année à Grefftye. Je sens un besoin et une joie immense de pouvoir revenir ici chaque année, de voir comme le jardin évolue, surtout depuis que Tom l'a pris en main. Qu'est-ce qui le distingue des autres jardins que vous avez pu visiter ici? Je trouve qu'il est magnifiquement installé dans le paysage, en quelque sorte. Il y a cette transition du jardin qui est planté de façon très intense, avec ces magnifiques plantes vivaces et annuelles. Et puis ensuite, il y a cette colline qui a déjà un aspect plus sauvage. Malheureusement, je ne l'ai jamais vu au printemps. Et puis ensuite, ça continue. Puis il y a ce magnifique cadre des arbres. Il est adossé. Hein. Il est adossé, ouais. Exactement. Et de l'autre côté, ça tombe, ça va jusqu'au lac. Au fond, c'est parfait. On se sent, c'est intime, on se sent bien tenu, puis en même temps, c'est ouvert. Et Nicole, est-ce qu'on le retrouve, l'esprit de Robinson, aujourd'hui? Est-ce qu'il est là? Oui, je pense qu'il est là, mais je pense qu'il est là transposé
au XXIe siècle, parce que justement, il y a des éléments qui sont différents, mais je pense qu'à la base, l'idée de travailler avec la nature plutôt que contre, en fin de compte, c'est ça l'essentiel, n'est-ce pas? Et ça, c'est très présent.